Sénégalais se posent des questions. Quand Ahmed Aïdara veut être président de l'Assemblée nationale, Barthélémy Diaz, parfois on se demande est-ce que dans ce pays, on n'est pas dans le système finalement de la médiocrité érigée en mode de gestion. Pour vous, le président de l'Assemblée nationale, c'est la deuxième personnalité du pays. Quel est le profil idoine pour ça? Ah non, attention, moi je considère que toutes les personnes qui sont élues députés peuvent prétendre à présider l'Assemblée nationale. Hein. Ça, c'est déjà très clair. Maintenant, le système d'élection dépend des partis qui sont là. Le profil du président de l'Assemblée nationale, c'est le profil du député. Et maintenant, la seule chose dont il faut tenir compte, c'est ce que vous venez de dire, c'est que c'est quelqu'un qui peut, par la force des choses, être amené à remplacer le président de la République en cas de constatation d'empêchement et d'organiser les élections. Et je pense qu'il aura les équipes nécessaires pour l'aider à le faire. Donc moi, je n'ai pas de problème du tout pour les candidatures. Dès l'instant que vous êtes député, vous pouvez être candidat. Le Premier ministre, également, beaucoup de noms sont cités. Quels devraient être ces chantiers à 18 mois de cette élection présidentielle? Bon, alors, le Premier ministre et le gouvernement qui vont être installés vont permettre de savoir quelle est la réponse du président de la République devant la situation. Est-ce qu'il a accepté que rien ne sera plus comme avant, qu'il n'y a plus de pouvoir absolu parlementaire? Est-ce qu'il a abandonné la toilette du souvenir de la toute-puissance parlementaire ou non? S'il accepte ça, ça veut dire qu'il fera un gouvernement équilibré qui pourra parler avec le Parlement, qui pourra faire passer les budgets, surtout le budget de 2023, le budget de 2024, les lois de finances rectificatives éventuelles, accélérer les lois de règlement pour qu'on puisse savoir ce qui a été exécuté et ce qu'il faut rectifier. Soit c'est le cas, équilibré, en disant, oui, maintenant, je ne peux plus faire comme avant, je négocie avec tout le monde pour faire passer tout ce qui peut passer dans l'intérêt des populations. Soit il répond autrement en disant, ok, j'ai perdu, mais je vais me rattraper, en essayant de rattraper une majorité, faire des forcings, etc. Et là, c'est la porte ouverte à l'instabilité. Donc tout dépendra de lui. En fonction de ce qu'il veut faire, la réponse qu'il veut donner, il aura un profil. Et ce sera très facile. Dès qu'il nommera son Premier ministre, on saura quel est le profil, quelle est la réponse qu'il a donnée. Et son gouvernement. Vous posiez une question, c'est un constat en fait. Un pays sans Premier ministre, sans gouvernement, sans Assemblée nationale, sans président de Conseil constitutionnel, vous vous dites dans quel Sénégal sommes-nous? Oui, exactement. C'est parce qu'on a accepté que le président de la République fasse ce qu'il veut. Un pays doit fonctionner normalement, la garantie du fonctionnement normal des institutions, mais c'est son premier devoir. Donc on ne peut pas accepter une situation comme ça. Il n'y a pas de justification. Tu ne peux pas engager une procédure d'urgence pour nommer un Premier ministre, ensuite dire que j'attends les élections, j'attends les législatives. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, il y a un défaut d'institution. Et personne ne semble être choqué par ça. Tout le monde est optimiste en se disant ça va arriver, quoi. Le 12, mais d'ici au 12, Dieu seul sait ce qui va se passer. Situation difficile que les Sénégalais vivent, surtout avec le renchérissement du coût de la vie, les denrées de première nécessité qui voient les prix flamber. En tant que ancien DG de la douane, pour vous, est-ce que ça s'explique simplement par cette guerre en Ukraine? Non, la guerre en Ukraine n'explique qu'une partie des flux, parce que c'est un choc exogène qui vient s'ajouter à d'autres chocs. Mais le problème de fond, c'est qu'on importe. On a une économie extravertie, on ne produit pas. Les richesses que nous avons, nous ne les avons pas utilisées pour produire. On n'a pas mis l'argent là où il fallait, dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, dans l'artisanat, dans le tourisme, dans la culture. Voilà des secteurs qui occupent la majorité des Sénégalais. Et donc, on n'a pas investi. Mais pourquoi on n'a pas investi? Parce qu'on n'a pas de choix. L'argent qu'on a, c'est de l'endettement. Et quand tu empruntes, ce n'est pas pour te développer. Quand tu empruntes, c'est pour faire des ouvrages
qui permettent à ceux qui t'ont prêté de faire travailler leurs entreprises pour que les retombées retournent chez eux, les dividendes, les salaires, les marchés et tout, les commandes. Et là, tu auras de la croissance, mais tu n'auras pas de développement humain. Parce que c'est des miettes de pain. C'est ce qu'on appelle en français, en économie, une croissance qui n'est pas inclusive. Voilà la situation. Donc tu ne peux pas être, dans un terrain de basket et jouer au football. C'est ça. Là, c'est les mains, là-bas, c'est les pieds. On est dans un schéma où notre système de développement repose sur un endettement excessif. On est à 64% de notre produit intérieur brut avec 10 milliards d'endettement. Tu ne peux pas être dans ce système avec un service de la dette qui flambe tous les mois et vouloir produire pour la consommation de tes populations et avoir des prix bas. Donc les prix ne dépendent pas de toi. Les prix ne dépendent pas de toi. Tous les discours qu'ils font sur la maîtrise des prix, etc. Regardez ce qui s'est passé. Il y a des secteurs dans lesquels l'État a refusé l'augmentation des prix. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont arrêté. Parce qu'ils ne peuvent pas produire à perte. Et pourtant, vous prenez un financement endogène, si jamais vous accédez au pouvoir, ce qu'on vous souhaite, avec même des bonus au profit des jeunes dans la tranche d'âge 18-25 ans, 25-35 ans, 35-45 ans, et à partir de 65 ans, que la personne puisse avoir 150 000 francs pour pouvoir vivre décemment. Est-ce possible? Justement. Cet argent va venir d'où? Mais c'est ce que je vous dis. Le Sénégal est un pays riche. Et d'ailleurs, le séjour du président Macky Sall depuis 2012 a cet avantage d'avoir révélé justement les potentialités du Sénégal en termes de ressources naturelles et tout. Mais regardez, si vous prenez l'or, ce qu'on a comme or et ce que même les bijoutiers n'ont pas l'or pour transformer. Donc c'est la façon dont on gère nos ressources. Les ressources sont tellement nombreuses, sont d'une telle qualité que si on les utilise normalement, on peut faire 3 choses au moins. Okay. On peut avoir de l'énergie suffisante, surtout avec le gaz et le pétrole, pour développer l'industrie, c'est clair. On peut transformer nos produits agricoles, donc investir dans l'agriculture et transformer nos produits agricoles, et investir également dans les infrastructures complémentaires, partout où il manque des postes, de l'eau, des trucs, on peut investir. Et troisièmement, on peut donner de l'argent aux populations. On peut leur garantir de l'argent, soit sous forme de droit de tirage, soit sous forme de garantie, soit sous forme de points qu'ils gagnent pour de l'argent, soit sous forme d'argent concret qu'on leur donne. Et nous, on a fait l'étude, on a un produit qu'on appelle MBEL, hein, c'est le retombé des ressources naturelles, où, en dehors de la scolarisation gratuite qu'on fait sur la base d'un projet de 8 000 milliards sur l'éducation et un budget de 1 000 milliards pour la santé, on prend les 600 milliards qu'on mettait sur l'éducation, on les met sur la santé, on complète avec 400 milliards. On a 1 000 milliards par an sur la santé. Et on a 8 000 milliards fonds revolving, 10% des ressources du pétrole. On fait un fonds revolving avec enseignement gratuit et un système d'enseignement qu'on change, qu'on réduit. Par exemple, à l'école primaire, on n'aura plus CM1, CM2 ou CE1, CE2. On casse les murs entre les deux. C'est ce que les Maliens ont fait. Oui, mais justement, tous les daras que vous voyez quand vous allez dans ces daras au Sénégal, mais en 4 ans, les gens ont l'entrée en 6e. Et après, on étudie les langues. Il y a tout un système qu'il faut changer. Alors, si tu le fais, tu as déjà un budget pour l'éducation. Maintenant, le reste, l'argent, tu prends des retombées que tu mets en garantie. Et c'est des institutions qui payent. Le jeune qui vient d'arriver, 16 ans, il a son bac. Entre 16 ans et 25 ans, il doit faire des études supérieures. Quel est son besoin? Il a besoin d'aller dans les bibliothèques, d'avoir sa machine et tout. Tu lui fais les garanties pour avoir tous ses équipements et travailler. Et tu lui donnes une bourse. À partir de 25 ans jusqu'à 35 ans, mais le jeune, il est en train de se positionner comme un jeune professionnel. Il a besoin de quoi? Il a besoin de se marier, il a besoin de véhicules, de logements et tout. Tu lui donnes les gars. Tu t'imagines un jeune qui sort de l'ENA, qui a 30 ans de carrière devant lui et qui a une indemnité de judicature de 800 000 francs. Tu le laisses avec ça, qu'est-ce qu'il va faire? On va le lui prendre dans sa famille.
Tu lui garantis un logement, un véhicule, et tu mets un système de montage qui lui permet de l'avoir. Même aujourd'hui, sans toucher l'argent des ressources naturelles, quand on paye 500 000 francs à la femme de l'ambassadeur ou bien à l'époux de l'ambassadeur, c'est combien? C'est 6 millions. Alors que si tu garantis 600 000 francs par an à un jeune, il s'en sort. Donc il suffit de réorienter les choses. Et après maintenant, tu as des droits de tirage, tu as des garanties quand tu vas acheter. Mais à la fin, quand tu vieillis, à 65 ans, tu as le droit maintenant d'avoir ton montant dans ta poche.